Bienvenue dans notre nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à un véritable phénomène, Atomic Habits de James Clear. C'est ce livre qui promet que des changements minuscules, mais vraiment presque invisibles, peuvent entraîner des résultats spectaculaires. Oui, et on a décidé de se concentrer sur l'intro et les premiers chapitres, parce que c'est là, en fait, que tout se joue. L'idée, c'est de décortiquer le cœur de sa méthode. C'est ça. On est un peu inondé de livres sur le développement personnel, mais celui-ci a une approche différente, presque scientifique, qui explique pourquoi on échoue si souvent. C'est exactement ça. Il ne s'agit pas de volonté ou de motivation surhumaine. L'approche de Clear, c'est de dire oubliez les grandes révolutions du jour au lendemain. Absolument. Le vrai pouvoir, il se trouve dans l'effet cumulé de petites améliorations, ces fameuses améliorations de 1%. Au début, ce chiffre de 1% peut sembler presque dérisoire. On a envie de transformation radicale, pas de micro-ajustement. C'est tout le paradoxe. Et pour vraiment saisir cette philosophie, il faut comprendre d'où vient l'auteur. Son histoire personnelle est la clé de voûte de tout son système. Ah oui, complètement. Ce n'est pas juste une théorie pour lui, c'est une stratégie de survie qu'il a dû en quelque sorte inventer. Absolument. Alors, remontons le temps. James Clear est au lycée, un athlète prometteur. Et à la fin de sa 12e année, pendant un match de baseball, un accident terrible se produit. Oui, une batte qui glisse des mains d'un coéquipier et qui le frappe en plein visage. Et le choc est d'une violence inouïe. On ne parle pas d'un simple nez cassé, hein. Le livre décrit de multiples fractures du crâne, les deux orbites oculaires brisées. C'est très violent. L'enflure dans son cerveau devient si dangereuse qu'il doit être placé dans un coma artificiel. C'est un événement qui aurait pu mettre fin à tout. Et la suite, c'est un long, long chemin de croix. Sa convalescence est incroyablement lente. Pendant des mois, il souffre de vision double. Il doit suivre une thérapie pour des choses aussi basiques que de réapprendre à marcher en ligne droite. Il lui faudra 8 mois avant de pouvoir simplement reconduire une voiture. 8 mois. On imagine la frustration et le sentiment d'impuissance. C'est là que tout bascule. Arrivé à l'université, loin de son niveau d'avant, il aurait pu sombrer. Au lieu de ça, il a pris une décision qui a tout changé. Il s'est dit, bon, je ne peux pas redevenir l'athlète que j'étais du jour au lendemain, mais je peux reprendre le contrôle sur de toutes petites choses. Et ces petites choses étaient presque ridicules. Oui, c'est ça. Se coucher tôt, tous les soirs, pour avoir une bonne nuit de sommeil. Garder sa chambre d'étudiant impeccable. Des habitudes qui n'ont en apparence rien à voir avec la performance sportive. Mais ce sont ces habitudes minuscules qui lui ont redonné un sentiment de contrôle. Chaque petite victoire renforçait sa confiance en lui. Et cet élan, cet effet cumulé de confiance, a commencé à se propager. Ses notes se sont améliorées, il a repris la musculation. Et quelques années plus tard, contre toute attente, il a été nommé meilleur athlète de son université. Cette histoire, c'est la preuve par l'exemple du principe fondamental. Face à une montagne, on ne regarde pas le sommet, on se concentre sur le prochain petit pas. Cette idée de petit pas est ensuite illustrée par un exemple qui m'a complètement bluffé. L'équipe de cyclisme britannique. Ah ça, c'est une histoire incroyable, oui. Avant 2003, cette équipe était la risée du monde du cyclisme. C'est peu de le dire. En près de 100 ans, il n'avait gagné qu'une seule médaille d'or olympique. Une seule. 0 victoire au Tour de France. C'est fou. C'était si pathétique qu'un grand fabricant de vélos a carrément refusé de leur vendre du matériel, de peur que ça nuise à son image de marque si on voyait les cyclistes britanniques sur leurs vélos fous. C'est dire le niveau. Et puis, en 2003, ils embauchent ce nouveau directeur, Dave Brailsford. Et lui, il arrive avec une philosophie radicalement différente. L'agrégation des gains marginaux. Voilà. L'idée est simple en théorie. Décomposer tout ce qui entre en jeu dans la pratique du cyclisme et améliorer chaque élément de 1%. Et quand on dit tout, on est loin d'imaginer jusqu'où ils sont allés. Ah oui, il y a les améliorations évidentes, bien sûr, hein. Redessiner les selles, tester les combinaisons en soufflerie, appliquer de l'alcool sur les pneus pour une meilleure adhérence. Des choses logiques, quoi. Exact. Mais là où ça devient fou, c'est dans les détails qu'on n'aurait jamais soupçonnés. Vas-y, raconte. Ils ont testé différents gels de massage pour voir lequel accélérait le plus la récupération. Ils ont engagé un chirurgien pour apprendre aux coureurs la meilleure façon de se laver les mains pour minimiser le risque d'attraper un rhume. Non, c'est pas vrai. Si. Et attends, il y a mieux. Ils ont analysé le type d'oreiller et de matelas qui offrait le meilleur sommeil pour chaque coureur individuellement. C'est de la personnalisation extrême. Et même, ils ont peint l'intérieur du camion de l'équipe en blanc. En blanc? Pourquoi en blanc?
pour pouvoir repérer la moindre particule de poussière qui pourrait s'infiltrer dans la mécanique des vélos et dégrader leur performance, même de 0,1%. C'est une obsession du détail qui frise la folie. Mais une folie qui paye, manifestement. Les résultats sont Stratosphérique. 5 ans plus tard, au JO de Pékin, en 2008, les Britanniques raflent 60% des médailles d'or en cyclisme. Incroyable. Puis, ils enchaînent avec 5 victoires sur le Tour de France en 6 ans. Une domination absolue, née de centaines de micro-améliorations. Et c'est là qu'on touche au cœur de la thèse de Clear. C'est la mathématique de l'amélioration. Exactement. 1% par jour, ça semble anodin. Mais si on s'améliore de 1% chaque jour pendant un an, l'effet des intérêts composés fait qu'à la fin, on est 37 fois meilleur. Et à l'inverse. À l'inverse, si on se détrade de 1% chaque jour une mauvaise habitude, un petit laisser-aller, on ne stagne pas, on tend vers zéro. C'est une pensée vertigineuse. Mais ça soulève une question évidente. Si cette formule est si puissante, pourquoi est-ce qu'on a tant de mal à s'y tenir ? Pourquoi est-ce qu'on abandonne nos bonnes résolutions après 3 semaines ? C'est le point crucial que le livre aborde avec le concept de la vallée de la déception. C'est une idée très éclairante. Ah oui, explique. On s'attend à ce que nos progrès soient linéaires. On se met au sport, on travaille dur pendant 2 semaines et on s'attend à avoir des résultats proportionnels. Et bien sûr, ça ne se passe jamais comme ça. On monte sur la balance et rien. Ou si peu. Et c'est là que la plupart des gens se découragent. Exactement. On abandonne juste avant que les choses ne commencent vraiment à changer. Le livre utilise une analogie brillante pour ça, celle du glaçon. Le glaçon ? Oui. Imagine un glaçon dans une pièce où il fait -4 degrés. Tu augmentes la température, -3, -2, -1. Tu fournis de l'énergie, tu fais des efforts, mais en apparence, rien ne se passe. Le glaçon reste un glaçon. C'est ça, la vallée de la déception. Tout à fait. Et puis, la température passe de -1 à 0 degré. Un seul petit degré de plus. Un effort qui semble identique au précédent. Et là, paf, une transformation radicale s'opère. La glace commence à fondre. Le point de bascule est atteint. Voilà. Tout le travail accompli avant n'était pas perdu. Il était stocké. C'est ce que Clear appelle le plateau du potentiel latent. Nos efforts s'accumulent en silence jusqu'à atteindre une masse critique. Comme le bambou qui passe 5 ans à faire des racines sous terre avant d'exploser en hauteur. C'est exactement le même principe. Cette idée change tout. Ça veut dire que quand on a l'impression de stagner, ce n'est peut-être pas qu'on fait mal les choses, c'est juste qu'on est en train de stocker du potentiel. Précisément. Et ça amène l'auteur à se poser une question fondamentale. Si les résultats immédiats ne sont pas le bon indicateur, est-ce que notre fixation sur les objectifs n'est pas en soi le problème ? Et là, le livre devient vraiment contre-intuitif. Parce qu'on est tellement conditionné à se fixer des objectifs, perdre 10 kilos ou courir un marathon. Oui, c'est la base de tout. Eh bien, Clear, en s'appuyant sur Scott Adams, le créateur de Dilbert, nous dit que c'est une erreur de se focaliser là-dessus. Il fait une distinction cruciale entre les objectifs et les systèmes. L'objectif, c'est le résultat. Le système, c'est le processus. C'est ça. Si on est coach, l'objectif est de gagner le championnat. Le système, c'est la façon dont on recrute, dont on mène les entraînements au quotidien. Et le livre démonte la mentalité objectif à tout prix avec 4 arguments assez percutants. Le premier, c'est que les gagnants et les perdants ont les mêmes objectifs. À chaque édition des JO, tous les athlètes veulent la médaille d'or. L'objectif ne les différencie donc pas. C'est leur système d'entraînement qui fait la différence. Exact. Deuxième argument, atteindre un objectif n'est qu'un changement momentané. C'est l'exemple de la chambre en désordre. Ah oui, ça m'a beaucoup parlé. On range sa chambre, objectif atteint. Mais si on ne change pas le système, les habitudes de laisser aller, une semaine plus tard, c'est le chaos à nouveau. On traite le symptôme, pas la cause. C'est ça. Troisièmement, les objectifs restreignent notre bonheur. On se dit, quand j'aurai atteint X, alors je serai heureuse. On vit dans l'attente. Alors qu'avec un bon système, on peut tomber amoureux du processus lui-même. La joie n'est pas seulement sur la ligne d'arrivée. Tout à fait. Et le dernier point, le plus subtil peut-être, c'est que les objectifs sont en conflit avec le progrès à long terme. Le lendemain du marathon, qu'est-ce qui se passe ? La motivation s'effondre. On arrête de courir. L'objectif, une fois atteint, a tué l'élan. Voilà. Alors qu'un bon système, lui, est conçu pour durer. La phrase choc qui résume tout ça, c'est « on ne s'élève pas au niveau de ses objectifs, on tombe au niveau de ses systèmes ». Waouh, c'est une idée puissante. Mais alors, si les systèmes sont la clé, comment on construit de bons systèmes ? J'ai l'impression que le livre nous emmène encore un cran plus loin. Exactement. On arrive au véritable cœur du réacteur. Pour Clear, le changement durable ne concerne pas seulement ce que l'on fait, mais qui l'on devient. C'est la question de l'identité.
L'image de l'oignon. Oui, l'oignon à 3 couches. À l'extérieur, les résultats. Perdre du poids. Au milieu, les processus. Aller à la salle. Mais au centre, au noyau, il y a l'identité. Être une personne en bonne santé. Et la plupart des gens essayent de changer de l'extérieur vers l'intérieur. Ils se concentrent sur le résultat et essaient de forcer les processus pour y arriver. Et ça ne tient pas. La bonne approche, selon lui, c'est de commencer par l'intérieur. De se poser la question, quel type de personne est-ce que je veux devenir ? La cible n'est plus perdre 10 kilos, mais devenir le type de personne qui bouge tous les jours. C'est ça. Et l'exemple qu'il donne pour illustrer ça est génial. Les 2 personnes qui arrêtent de fumer. Oui, on leur propose une cigarette. La première répond « Non, merci, j'essaie d'arrêter Ce qu'elle dit, implicitement, c'est « Je suis toujours une fumeuse, mais je résiste ». ». L'identité de base n'a pas changé. La seconde personne, elle, répond « Non, merci, je ne suis pas fumeur ». La différence est subtile, mais elle est immense. Cette personne ne lutte pas contre sa nature, elle affirme sa nouvelle identité. Exactement. Et ça soulève une question essentielle. Comment on construit cette nouvelle identité ? Ce n'est pas juste une déclaration. L'identité, nous dit Clear, émerge de nos habitudes. Chaque action que nous posons est comme un vote pour le type de personne que nous voulons devenir. J'adore cette image. Elle est très parlante. Chaque fois que je choisis les escaliers, je vote pour être une personne active. Chaque fois que j'écris une page, je vote pour être une écrivaine. C'est ça. Le but n'est pas de lire un livre, c'est de devenir un lecteur. Le processus est donc simple, en 2 étapes. 1. Décider quel type de personne on veut être. 2. Se le prouver à soi-même par de petites victoires. Ces fameux votes quotidiens. L'ami de l'auteur qui a perdu 45 kilos en se demandant toujours « Que ferait une personne en bonne santé ?» Cette simple question guidait tous ses choix et a, vote après vote, forgé sa nouvelle identité. C'est une approche radicalement différente. On ne se bat pas contre soi-même, on construit une nouvelle version de soi. D'accord. Alors, si on veut mettre ça en pratique, il faut comprendre la mécanique. Comment une habitude se forme? C'est quoi le code source? Le livre décompose ça de manière très claire, en s'appuyant sur un siècle de psychologie. Toute habitude, bonne ou mauvaise, suit une boucle en 4 étapes. Et une fois qu'on a compris cette boucle, On peut apprendre à la manipuler. C'est le mode d'emploi de notre propre cerveau. alors, quelles sont ces 4 étapes? La première, c'est le déclencheur. C'est l'indice dans notre environnement qui dit à notre cerveau « Hey, une récompense est disponible ». La notification sur le téléphone, l'odeur du café. Exactement, c'est le signal de départ. Ensuite vient l'envie. C'est la force de motivation, le désir de changer notre état interne. On ne désire pas fumer, on désire le soulagement du stress. D'accord, déclencheur, envie, et après on passe à l'action. C'est la 3e étape, la réponse. L'habitude en elle-même. Saisir son téléphone, allumer une cigarette. Et la dernière étape, la plus importante pour que la boucle se referme. La récompense. C'est ce qui satisfait l'envie. Mais surtout, c'est ce qui enseigne au cerveau. Cette séquence valait le coup. Mémorise-la. C'est ce qui ancre l'habitude. Donnons un exemple concret. Mon téléphone vibre sur la table. C'est le déclencheur. Immédiatement, tu ressens l'envie de savoir qui t'a écrit. La curiosité. Ma réponse, c'est de prendre le téléphone. Et la récompense, c'est de satisfaire cette curiosité. Ton cerveau se dit « vibration égale information ». La boucle est renforcée. C'est incroyablement simple et puissant. Et à partir de ça, Clear nous donne un cadre d'action très concret. C'est ça, les fameuses 4 lois du changement de comportement. Elles sont conçues pour pirater chaque étape. Pour créer une bonne habitude, il faut la rendre évidente, attractive, facile et satisfaisante. Chacune agissant sur une étape de la boucle. Et pour se défaire d'une mauvaise habitude, on inverse simplement tout. La rendre invisible, peu attractive, difficile et insatisfaisante. C'est une véritable boîte à outils, oui. Bon, si on rassemble tout ça. On a commencé avec la puissance de ces petites améliorations de 1%. L'idée que l'effet cumulé s'applique à notre développement personnel. On a vu qu'il fallait se méfier de notre obsession pour les objectifs et plutôt se concentrer sur la construction de systèmes robustes. Et le plus important, on a compris que le véritable changement est un changement d'identité. Nos habitudes ne sont pas juste des actions, elles sont la preuve de qui l'on est. Et cette identité se construit vote après vote, grâce à cette fameuse boucle en 4 étapes. Déclencheur, envie, réponse, récompense. Les 4 lois ne sont que des leviers pour influencer cette boucle fondamentale.
Et c'est cette boucle qui, répétée des milliers de fois, finit par sculpter la personne que nous devenons. Tout est lié. C'est une vision incroyablement cohérente et surtout pleine d'espoir. Elle nous redonne le pouvoir en montrant qu'il ne s'agit pas d'un combat de volonté, mais d'une question de design intelligent de nos routines. Et pour laisser notre auditoire avec une dernière pensée, une idée à emporter, si chaque action est bien un vote pour la personne que l'on souhaite devenir, quel est le plus petit vote possible que l'on pourrait émettre aujourd'hui? Bonne question. Un vote si minuscule, si facile, qu'il serait impossible de ne pas le faire pour commencer à construire cette nouvelle identité.